Et, et là où ça me semble aussi intéressant, c'est tout ce qui est en lien avec l'éducation et la propagande audiovisuelle. Finalement, euh, ici, les écrans, ils sont à l'image de ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre capacité de vision, capacité de visualisation. Et que cette capacité de vision, de visualisation, elle est en lien avec une glande qui s'appelle la glande pituitaire, qui est directement en lien avec la glande qui est derrière elle, qui s'appelle la glande pinéale. Et c'est notre écran mental. Et en fait, cet écran mental, il nous permet normalement de questionner l'âme, de questionner l'esprit, d'avoir accès aux informations dans la dimension, cette fameuse idéosphère, pour savoir qu'est-ce qui est. Et là, on a une technologie extérieure qui vient remplacer cela. Et donc les personnes ont tendance à croire que ce qui apparaît est la réalité. Alors, là, quand on sait qu'il y a des piratages qui se font au niveau multidimensionnel, au niveau de l'âme par rapport aux informations, et ici il y a aussi des formes de piratage, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on nous donne, elles ne sont pas forcément réelles, ça peut être vraiment ce que j'ai qualifié de propagande, et que des personnes vont croire naïvement ce qu'on leur raconte. Et là, je vais même citer une anecdote d'une personne que j'ai rencontrée quand j'ai une vingtaine d'années. Elle m'avait sorti, Dixit, un véridique, pourquoi devrais-je penser par moi-même, d'autres le font pour moi. Elle m'avait dit ça, j'avais bondi, je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi. Et elle se pensait intelligente, en disant, oui, je suis plus humaine que les autres, je me fatigue pas à penser, je me sers de ce que pensent les autres. Et là, je me suis dit, ouais, un très 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 gros problème, très 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 gros problème. Alors là, je vais continuer. Donner des informations sur comment fonctionne notre cerveau. Alors, moi, le cerveau, j'en parle pas beaucoup, parce que pour moi, c'est juste un transistor qui permet de mettre en action ce qui se passe au niveau de notre conscience, au niveau de notre âme. Donc ça, j'avais découvert ça au niveau de... Quand j'avais fait les premiers tests de QI, quand j'avais fait 20 ans, le psychologue me répétait des suites de chiffres, et il fallait que je lui répète. Donc, sauf qu'au bout d'un moment, il te dit un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres, et ainsi de suite. Donc au bout d'un moment, c'est dire, voilà, comment je fais pour un à un, me souvenir de tous les chiffres. Et lui, il pouvait tirer des conclusions par rapport à ça. Et donc plus notre capacité intellectuelle est développée, plus on est capable de retenir une série de chiffres importantes. Mais une fois qu'on a compris ça, par exemple si on est capable de retenir 7 chiffres d'affilée, ensuite ce 7, on peut le redémultiplier. Ce qui fait qu'une fois qu'on a réussi à, par exemple, retenir 7 chiffres, ces 7 chiffres d'affilée, on en crée un seul, et après on passe au suivant. Ce qui fait qu'au début on peut en retenir 7, mais après, en faisant le 7 x 7, on peut obtenir 49. Et ceux qui sont vraiment performants, ils vont refaire x 7, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui réussissent, par exemple, à retenir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de décimales du chiffre pi. Mais là où l'exemple il devient intéressant, c'est que quand on commence à rentrer dans des capacités comme ça devient absurde, parce que ça ne sert à rien du tout de retenir autant de décimales. Ça ne sert à rien du tout. Moi, je parle de ça parce que je me suis amusé à prendre mon numéro de carte, carte bancaire, Mastercard, parce que j'avais à chaque fois, il fallait que j'aille la sortir pour payer en ligne. Mais je vais la prendre, ça va être plus simple. Et qu'est-ce que c'est le numéro de carte bancaire? C'est 16 chiffres, et derrière, il y a une date, et ensuite, il y a un code à 3 chiffres. Et ces 16 chiffres, je les apprends comment? Ben, c'est du 4 x 4, de toute façon sur la carte ils sont en 4 x 4. Et ensuite, ces 4 chiffres à chaque fois, en fait c'est pas 4 chiffres, c'est deux séries de 2 chiffres. Et donc qu'est-ce que je fais? En fait j'apprends les deux premiers, je les assemble, j'apprends les deux deuxièmes, je les assemble, ça en fait 4, et je refais ça à chaque fois, et je réapprends le tout. Donc ce qui fait que si j'avais voulu apprendre les 16 et 6, les 22 chiffres d'affilée, ça c'est titanesque. Mais en fait, en utilisant ce système-là, en fait, on apprend ça très facilement. Et après, on peut aussi faire des corrélations avec des chiffres qui se répètent. Donc à ce moment-là, il n'y a plus, par exemple, 4 chiffres à apprendre, on a juste à en apprendre 3 et à savoir où est celui qui est démultiplié, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses que j'ai envie de dire, tout le monde peut faire à son niveau. Juste, c'est de savoir qu'on peut le faire et de le mettre en place. Beaucoup de personnes qui se dévalorisent, mais en fait, il y a des petites choses simples comme ça qui peuvent s'apprendre. Alors, un autre point qui est intéressant,
ça j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo précédente, c'est tout ce qui est en lien avec les décalages dimensionnels. Donc ça, je m'en suis rendu compte hier, parce que hier soir, je réfléchissais à faire la vidéo. Et j'ai commencé à vraiment un petit peu à me débrider au niveau intellectuel pour faire ça, parce que la plupart du temps, je me bride, parce que dans tous les cas, ça sert à rien, parce que si... ça sert à rien, parce que les personnes autour fonctionnent pas à cette vitesse-là, à ce niveau-là. Donc ça sert à rien du tout. Donc on va dire, je suis bridé. Je me suis beaucoup amusé quand je suis allé faire Test Mensa, parce que là c'était un peu dire, voilà, tu peux te débrider, bref, on se débride, et là ça accélère, et hier c'est pareil, je débride, et ça accélère. Et en fait ça accélère tellement au niveau vibratoire que la vibration, elle n'arrive pas, de ce que je suis, elle n'arrive pas à rester dans mon corps, en tout cas au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à la faire rester dans mon corps, et ce qui fait que ça me fait me décaler à un niveau dimensionnel qui fonctionne vraiment à ce niveau-là, au niveau intellectuel, mental, et là ça devient très performant. Mais le problème avec ça, c'est que plus on se décale, moins on est concret. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans l'abstraction, et après on en arrive à des absurdités. Donc ça, je donnais l'exemple du fait de retenir les décimales de l'entropie, ou ce qu'on voit dans un film qui s'appelle Cube, avec une personne qui a le syndrome d'Asperger, et lui, son truc, c'est que tu lui donnes n'importe quel chiffre, il sait te dire si c'est un nombre premier ou pas. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc c'est de toujours être vigilant à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des QI qui sont très nettement supérieurs à 100, et donc qui vont se retrouver avec des QE, des quotients émotionnels, et des quotients, ce que j'appelle QS, des quotients sagesse, qui eux sont inférieurs à 100. Et c'est notamment le cas, à mon sens, de la plupart des personnes qui ont le syndrome d'Asperger. C'est-à-dire que le caractéristique du syndrome d'Asperger, c'est notamment qu'au niveau émotionnel, ils ont du mal à appréhender les choses. Et c'est ce qui fait aussi que, pour moi c'est très clair, ce que je caractérise de douance, ça doit être avec des quotients intellectuels, quotients émotionnels et quotients sagesse, QS, qui sont proches. C'est-à-dire que si on en a certains qui sont au-dessus de 100 et que certains autres qui sont en dessous de 100, on n'est pas sur quelque chose d'homogène, on n'est pas sur, à mon sens, une personne qui est équilibrée et qui est réellement fonctionnelle. Et ça, j'en connais, des personnes qui sont développées au niveau intellectuel, mais qu'on voit au niveau émotionnel, ils ont des soucis. Donc moi, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, les faux surdoués, quoi. C'est-à-dire que quand tu as 130 de QI, mais que tu es à 90 de QE, c'est pas, tu fais la moyenne est plus au-dessus de 130, on n'est plus vraiment au niveau de la douance. Donc là, pour continuer, je vais revenir un petit peu au niveau des définitions que je donne. Donc là, ce que je disais précédemment, c'est QI, QE, QS proches, parce que sinon c'est dysfonctionnel, parce qu'il y a des compensations qui se font. Et ça, je reviendrai par la suite par rapport à ces compensations, ces dysfonctionnements, ces mécanismes de défense. Là, je vais donner un peu mes définitions de ce que c'est le QI. Pour moi, le QI, c'est en lien avec la capacité à assembler les éléments de façon abstraite. Et donc le QI, il va vraiment axer sur les données, sur quelque chose qui est vraiment de non-vivant. Et dans notre corps, ça se passe plus au niveau de l'hémisphère gauche. Le QE, par contre, je le décrirais comme la capacité à prendre en compte le vivant. Et je le situerais plus au niveau du concret. C'est-à-dire que le QI, c'est vraiment sur des choses très abstraites, et que le QE, il nous permet le rapport au concret, il nous permet de ressentir et de comprendre les émotions, et correspondrait plus à l'hémisphère droit. Il y a aussi un aspect qui est beaucoup plus intuitif. Le QS, je le décrirais comme la capacité à prendre la direction de la sagesse, en lien avec l'âme-esprit, et cette sagesse, c'est en lien avec ce que j'appelle la lumière. Et que là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes ont tendance à fonctionner principalement sur un hémisphère. On parle des personnes qui sont hémisphère gauche, on parle des personnes qui sont hémisphère droit. Avec certaines singularités, on va se rendre compte que la majorité des hommes sont plutôt à l'hémisphère gauche, la majorité des femmes sont plutôt à l'hémisphère droit. Ce qui est un dysfonctionnement, et c'est notamment l'explication pour laquelle hommes et femmes ont beaucoup de mal à se comprendre. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à se focaliser au niveau de l'âme? Le centre de l'âme, c'est au niveau du centre de la tête, c'est en lien avec ses glandes pinéales et pituitaires, et que ça, c'est démontré scientifiquement. La pratique de la méditation
permet de synchroniser les hémisphères cérébraux. Ça se passe au niveau du corps calleux, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est au centre de la tête. Et ce qui permet aux deux hémisphères de fonctionner simultanément. Et ça permet en plus, par les glandes correspondantes, d'accéder aux parties multidimensionnelles. Donc en gros, tant qu'on n'a pas resynchronisé ces deux hémisphères, on ne peut pas accéder à certaines choses. Et que donc, les personnes qui ont des caractéristiques de douance, c'est vrai que certaines, je les observe, et oui, en effet, j'ai la sensation que leurs hémisphères fonctionnent en même temps. Voilà, donc là, je vais continuer. Au niveau des problématiques qui sont en lien avec la douance. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà évoqué. Problématique de faire passer le hors norme, la douance, pour dysfonctionnel. Donc, il y a même certains qui parlent de maladie mentale. Et de faire passer le dysfonctionnel, comme le syndrome d'Asperger, pour de la douance. Alors que c'est vraiment qu'une compensation. Donc ça, c'est vraiment en lien avec le piège de considérer comme normaux les dysfonctionnements et les mécanismes de défense qui sont mis en place par les hauts potentiels ou les Asperger suite à des traumas. Ce qui fait que, comme dans les descriptifs des HPI, donc HQI, THQI ou TTHQI, voilà, on va donner des caractéristiques. Mais comme ça fait partie des symptômes qui sont observés, on va dire bah, c'est normal. C'est normal qu'il y ait telle chose, telle problématique, tel trauma. Voilà. Et c'est de faire un amalgame. Non, ces traumas, ces mécanismes de défense sont absolument pas normaux. Donc une série qui est vraiment intéressante qui parle de ça, c'est une série qui s'appelle Scorpion. Donc c'est pareil, ça se trouve en streaming, et c'est, on va dire, un groupe de personnes à haut potentiel qui réussit à se sentir normaux entre eux, et qui témoignent chacun de dysfonctionnements très spécifiques. Et les dysfonctionnements, ils ne sont pas niés, ils sont reconnus comme tels, et dans la série, il y a une évolution pour chacun, ils essaient de faire évoluer leur dysfonctionnement. Donc une autre problématique, donc ça c'est la problématique des complexes de supériorité, qui n'est pas l'apanage des personnes à haut potentiel. Généralement les personnes à haut potentiel ont tendance à vivre un peu plus, à vivre un peu plus d'humilité, du fait d'avoir avoir vécu cette différence, ce rejet. Donc là c'est une anecdote qui me fait penser à ça. C'est quand je suis allé passer les tests Mensa en 2007, dans la pièce, on devait être au moins une vingtaine. Au moins une vingtaine. Et quand j'étais assis dans la pièce pour faire les tests, ça transpirait la supériorité et la suffisance de partout. C'était vraiment assez incroyable. On sentait qu'il y avait des gars, ils se sentaient plus, quoi. Ils étaient les rois du monde. Et à côté de moi, j'avais une jeune femme qui était là, qui payait vraiment pas de mine. Et je la regardais, je dis ouais, elle a quelque chose, elle l'a. Et quand je vais à la réunion pour le résultat des tests, en fait, bon, il y a plein de monde, tout ça. Je dis bah c'est vrai, il y a quand même pas mal qui ont été reçus. On me dit ah non, c'est pas ceux qui ont été reçus, ça c'est ceux des années précédentes. Vous, cette année, vous êtes que 2. Et il y avait moi et la personne en question. Donc ça, et en mon sens, ça je l'attribue aux personnes qui ont des QI qui sont en dessous de 130, je vais dire entre 110 et 125, 130. Les personnes vont sentir qu'elles ont des compétences, des capacités qui sont plus significatives que la moyenne, et elles vont compenser certaines blessures, certains traumas en développant ce complexe de supériorité. Là où je veux en venir, c'est que je l'ai aussi observé chez des personnes avec vraiment des quotients intellectuels importants, et d'autant plus que le quotient intellectuel est important. C'est-à-dire que je connais 2 personnes qui ont des QI de 160, et pour discuter avec eux, c'est compliqué, parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir, qu'ils n'ont pas compris sur tout, au regard de la facilité qu'ils ont à assimiler les informations que je vais qualifier d'officielles, et à venir confirmer leur bonne compréhension des choses au regard des dysfonctionnements qui peuvent être constatés autour d'eux. Et là, il y a vraiment un piège au niveau de l'intellect, c'est que quand on sait manier les concepts, on peut vraiment
être dans le piège de chercher à démontrer qu'on a toujours raison et qu'on va toujours faire des pirouettes et ainsi de suite. Mais ce qui est pas toujours le cas. Donc là, c'est vraiment, et c'est pas compliqué, c'est pas simple pour ces personnes-là, c'est la leçon d'humilité pour ceux qui ont vraiment des quotients intellectuels très importants, de dire, si vous n'avez pas compris les choses au niveau émotionnel, et que notamment il y a peut-être des problèmes émotionnels qui sont en lien avec le fait que vous ayez surcompensé au niveau intellectuel, ou en lien avec ce que j'appelle le QS, le quotient sagesse, vous passez à côté de quelque chose, ouais, vous allez avoir des bons ordinateurs dans la tête, mais à côté de ça, vous allez être à côté de la plaque. Donc ça, j'en avais parlé un petit peu avant, avec l'anecdote là chez le médecin, c'est l'importance du quotient émotionnel, du QE. Donc c'est l'importance de travailler sur soi, ses traumas, de cette vie, de l'enfance, éventuellement des autres vies. Parce qu'en fait le QE, donc la grande capacité à s'aimer, à prendre en compte l'ensemble, dit autrement, c'est en lien avec les niveaux de conscience. C'est-à-dire que la conscience qui est la plus répandue, c'est la conscience de masse. C'est-à-dire que les personnes fonctionnent en groupe, ils n'ont pas suffisamment d'ego, ils ne sont pas suffisamment narcissisés pour prendre une position au sein du groupe, donc ils suivent le mouvement. Ils ont cette conscience de masse, ils ont du mal à penser par eux-mêmes, et ils vont penser comme le groupe pense. Voilà, c'est vraiment tout un pan de la population. Et quand on a beaucoup d'amour, on peut faire face au conformisme, on peut faire face au fait d'être rejeté en étant anormal, et on peut aller au-delà du piège de s'identifier au retour que le groupe nous donne pour être valorisé. Une fois qu'on réussit à dépasser cette conscience de masse, on rentre dans ce que j'avais appelé la conscience individuelle. Et là, on a beaucoup de personnes qui sont, notamment avec des intellects développés, qui sont dans cette conscience individuelle et qui sont vraiment dans des formes d'égocentrisme, de pensée ou à autre niveau. Et que le stade suivant, c'est vraiment une forme de collectivité de conscience. Et donc ça, c'est en lien avec des quotients émotionnels qui sont importants. C'est-à-dire que c'est réussir à prendre en compte l'environnement, prendre en compte toutes les autres personnes, de réussir à comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir fonctionner en harmonie avec le groupe. Ça, c'est des quotients émotionnels qui sont importants. Et ça, encore une fois, on le voit bien dans la série Scorpion, avec le personnage principal qui a quasiment 200 de QI, mais qui a un quotient émotionnel qui est vraiment faible, et qui fait que il ne va pas réussir à fonctionner avec les autres. Donc là, ce que je viens de dire, ça me fait penser aussi à certains chercheurs, et donc ça aussi ils en parlent dans la série. Donc je connais notamment, j'ai deux chercheurs qui sont partis en bouffée délirante aiguë, complètement déconnectés de la réalité, parce qu'ils sont tellement partis dans le conceptuel, ils ont perdu pied. Et notamment l'un d'eux, voilà, au niveau émotionnel, lui, c'est vraiment compliqué de gérer les choses. Donc là, ici, le message, c'est de dire voilà, aux personnes à haut potentiel, faites attention, parce que certains d'entre vous, vous êtes vraiment limités au niveau de votre réflexion, de votre capacité à comprendre l'environnement par rapport à votre émotionnel, ce qui enclenche la dissonance cognitive, des mécanismes de défense, parce que si émotionnellement vous n'êtes pas capable d'encaisser la réalité, pour pas dire l'horreur des mondes dans lesquels on vit, voilà, vous allez avoir finalement vos belles œillères, vous allez avoir une très bonne vision au niveau de l'œillère, mais en fait voilà, ce sera complètement illusoire. Donc là, je vais terminer avec le quotient sagesse. Alors moi, je le définis comme relatif à la lumière. Donc sagesse, lumière, vraiment. Et que cette sagesse, c'est en lien avec l'harmonie, avec les lois de ce qui est et de la base de la création. Et que donc une personne avec un QS très faible, ça correspond à une personne qui est vraiment axée sur le pouvoir, sur le négatif, sur l'ombre, sur la destruction. Et on va trouver ça chez certaines personnes psychopathes. Ce qui n'empêche pas ces psychopathes d'avoir un QI très élevé. Donc on voit dans les films, les personnes sont complètement dans cette notion de psychopathie, mais avec une intelligence qui est redoutable. Ou certains avec un QE qui est également relativement élevé. Donc là, je pense à certains pervers narcissiques qui vont très très bien comprendre comment faire pour manipuler leur environnement
mais qui au niveau de la conscience sont pas positionnés de façon saine. Donc en résumé, le QS, ça représente, c'est relatif au niveau de bonté de l'âme. Et généralement, plus une âme va être ancienne, plus son QS va être élevé. Et ensuite, pour les QS inférieurs à 100, on va... En fait, tout ce qui est proche de 100, en fait, généralement, c'est des jeunes âmes. Et plus ça s'éloigne de 100, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça va être des âmes anciennes. Juste les âmes qui sont axées lumière, elles vont être sur des QS importants. Et les âmes qui sont axées vraiment pouvoir, négatif, eux, ils vont être sur du QS qui sont très très faibles. Donc voilà, donc c'était un petit peu la donnée supplémentaire à rajouter. Il n'y a pas que l'intellect, il y a aussi l'émotionnel, le cœur, il y a aussi la polarisation de l'âme. Et si je puis dire, le QS, c'est en lien aussi avec la puissance qui est inhérente à l'âme. Parce que, voilà, comme un ordinateur, quoi. C'est-à-dire que plus les composants sont performants, plus il faut de la puissance pour nourrir ces composants. Voilà, donc c'est une vidéo qui était assez longue, qui a été un petit peu fatigante, mais bon, j'espère que j'ai réussi à m'exprimer clairement. Enfin voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est pas exclu que je refasse d'autres vidéos sur le sujet, toujours la même chose en fonction des retours que je peux avoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.